Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Deuxième poumon de l'humanité, le bassin du Congo, dont plus de 60% de forêts se trouvent en RDC, se positionne comme un élément incontournable dans la survie de l'humanité. Consciente de son rôle et de son potentiel inestimable d'environ 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides, la République démocratique du Congo s'est dotée depuis 2002 d'un code forestier qui encadre la gestion durable des ressources forestières à l'échelle nationale. Ce code couvre notamment la conservation, l'exploitation, la recherche, la transformation et le commerce des produits forestiers. Mais de l'avis de certains experts, il y a nécessité de réformer le secteur forestier. Ils estiment que 23 ans après l'application de l'actuel code forestier, plusieurs thématiques ont vu le jour et méritent d'être prises en compte dans cette législation au regard notamment des enjeux actuels liés au climat et des intérêts des communautés locales. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Top Vert. Top Vert qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Félix Credo Lilakako. Il est avocat, spécialiste en droit de l'environnement et président du conseil d'administration de l'ONG Jurec, juriste pour l'environnement au Congo. Notre thématique du jour, 23 ans après l'application du code forestier, pourquoi faut-il réformer le secteur ? Maître Félix, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans Top Vert et merci d'avoir répondu positivement ou présent à notre invitation. D'entrée des jeux, vous êtes justement de ceux qui soutiennent et appellent à la réforme du secteur forestier. Vous parlez des nouvelles thématiques telles qu'Accord de Paris, Crédit Carbone, Tourbière, CDN, contribution nationale déterminée dans les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et bien tant d'autres éléments que vous allez nous révéler. Eh bien, la première question, c'est celle de savoir pourquoi vous estimez que avec l'actuel code forestier, il faut revoir les choses dans les secteurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup, madame. Je pense que vous l'avez dit en introduction, 23 ans après la promulgation du Code forestier de la République démocratique du Congo, il est tout à fait important de réfléchir, de regarder un peu sa mise en œuvre et de se poser beaucoup de questions. Parce que le Code a été promulgué en 2002, c'était pratiquement le lendemain de la signature des différentes conventions internationales, notamment la Convention cadre national sur le changement climatique. Et c'est ce qui a justifié le besoin de l'État de réglementer plusieurs secteurs, notamment le secteur forestier, pour permettre à ce que les forêts de la RDC jouent effectivement un rôle assez crucial pour la régulation du climat. Et donc 23 ans après, dans la mise en œuvre, il y a eu plusieurs thématiques qui ont vu le jour. Et le Code forestier a été conçu comme étant cet outil pour faciliter la gouvernance du secteur forestier. Et donc, il est tout à fait évident de réfléchir, de voir comment intégrer toutes ces nouvelles thématiques dans un texte qu'on appelle Code forestier, mais aussi d'ouvrir le Code forestier par rapport à d'autres secteurs, et ce, au regard des enjeux au niveau international, mais aussi au niveau national. Donc, quand vous dites ça, vous parlez de réviser. Alors, nous pensons que les textes en tant que tels n'est pas mauvais. Mais il faut plutôt effectivement les réviser pour intégrer des nouvelles thématiques. Des thématiques qui feront que les forêts congolaises jouent effectivement le rôle que le législateur attend de lui, d'elle, notamment de contribuer à la régulation des climats, mais aussi
d'assurer que les forêts contribuent efficacement au budget de l'État, d'assurer que les forêts contribuent au développement des populations locales. Et les nouvelles thématiques dont nous faisons allusion dans la réflexion sont en fait des thématiques qui pourraient contribuer de manière assez significative au développement des communautés locales, des populations autochtones environnantes. Est-ce qu'on peut justement revenir sur ces thématiques-là? Alors, dans la mise en œuvre du Code forestier, 23 ans après, il y a plusieurs thématiques qui ont vu le jour qui n'étaient pas intégrées dans le texte initial. On parle notamment des aspects des tourbières. Parce qu'elles n'existaient pas encore. Parce qu'elles n'existaient pas. En fait, c'est comme ça qu'on les qualifie des thématiques émergentes. C'est-à-dire que au fil du temps, les recherches qui sont posées, qui sont menées, sur des questions forestières, l'importance et le rôle des forêts dans la régulation du climat, mais aussi la problématique de l'érosion de la biodiversité, parce que la biodiversité fait également partie des forêts, ont fait que de nouvelles thématiques ont vu le jour. On parle notamment aujourd'hui des crédits carbone, et il y a spécifiquement ce qu'on qualifie de crédits carbone forestiers, qui constituent des certificats ou des compensations de la bonne utilisation de forêts, soit à travers la plantation de nouvelles forêts, sur le développement de projets d'agroforesterie, qui constituent en fait une des formes des contributions à la régulation du climat, mais aussi des efforts de la préservation, la conservation des forêts. Et ces deux efforts-là sont rémunérés au regard de la Convention nationale sur le changement climatique et surtout au regard de l'accord de Paris, mais il est tout à fait important que cela soit encadré dans un texte. Aujourd'hui, effectivement, on parle des crédits carbone forestiers, mais cela ne se retrouve pas dans le Code forestier. Et deuxièmement, il y a aussi la problématique des tourbières. Les tourbières qui constituent des zones humides qui, 23 ans avant, ne faisaient pas parler d'elles telles qu'elles se font parler aujourd'hui. D'autant plus que les recherches ont démontré que dans ces tourbières-là stockent d'importantes quantités de carbone qui peuvent contribuer à la régulation des climats. Et donc, les zones à tourbières sont aujourd'hui des zones à préservation. Et parce qu'il faut le préserver, et donc nous pensons que c'est assez important d'intégrer cela dans une nouvelle législation. Mais il y en a aussi beaucoup d'éléments parce que de 2002 à 2025, il y a plusieurs initiatives qui ont été développées. Il y a des programmes de réduction des émissions qui sont développés dans l'ensemble du pays, et ces programmes ont démontré plusieurs résultats, ont démontré plusieurs éléments qui nécessitent effectivement d'enrichir la nouvelle législation sur les forêts. Mais aussi, on parle des efforts qui sont menés par les communautés dans la préservation des forêts. Il y a des thématiques comme le paiement des services environnementaux. Il y a aujourd'hui la foresterie communautaire qui est mise en œuvre, mais qui se développe au jour le jour. Et autant d'éléments qui nécessitent aujourd'hui de marquer un point, de réfléchir sur l'application de ces textes et de voir quels sont les éléments à capitaliser pour permettre à ce que l'RDC soit doté d'un texte spécifique qui capitalise par le passé, mais aussi un texte qui jette effectivement les bases d'avenir, un texte qui, en son sein, regroupe plusieurs éléments qui rentrent dans le contexte du secteur forestier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le secteur forestier n'est plus vu comme il était vu hier. Aujourd'hui, le secteur forestier est un secteur transversal. Avec toutes ces thématiques, cela nécessite l'implication de plusieurs secteurs. Il y a l'aspect de la fiscalité qui grandit au jour le jour, qui nécessite tantôt une certaine correction en termes de la fiscalité forestière, mais aussi une certaine définition de fiscalité par rapport aux thématiques urgentes, aux thématiques nouvelles qui sont en train de mouvoir dans les secteurs. Mais et vous estimez que on ne peut pas aller de l'avant? Bon, ça va arriver dans les questions suivantes. Pour vous, il n'est pas possible d'avancer sans pour autant que toutes ces thématiques soient insérées dans un nouveau code forestier qui prendrait tout en charge. Mais est-il nécessaire de le faire? On peut se rabattre sur des mesures d'application. On sait qu'on va reparler tantôt du marché de crédit carbone qui est en train justement de se structurer. Mais on sait qu'aussi avec le code forestier, c'est
une loi, une législation qui prend quand même plusieurs questions en charge, qui, je dirais, sur certaines questions a peut-être même pu dévancer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport aux thématiques, parce que je peux rappeler que dans le code forestier, ou l'actuel code forestier, on parle notamment des questions liées à l'attribution des concessions forestières, l'exploitation artisanale et industrielle, les droits des communautés locales, le principe de consentement libre qui est très important dans l'acquisition des titres forestiers. Et puis les préalables, toutes ces questions-là sont déjà adressées. Faut-il seulement passer par là? N'y a-t-il pas moyen d'y aller et de continuer par certaines mesures d'application qui nous permettent d'avancer? Alors, la question est pertinente. En fait, dans une société, la loi est promulguée justement pour répondre aux besoins qui se portent. Aujourd'hui, en fait, la réflexion que nous avons proposée pour la révision du Code forestier, en intégrant effectivement les différents éléments, vient du fait que entre 2002 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs évolutions au niveau international. Parce qu'en 2002... Donc il y a ce souci-là aussi de se conformer rapport à l'international. Effectivement. Parce qu'en 2002, il y avait la Convention Nationale sur les changements climatiques, il y avait la Convention sur la diversité biologique. Mais après ces années, il y a eu plusieurs textes qui ont été développés, adoptés au niveau international. Il y a l'accord de Paris qui donne plusieurs autres orientations. Il y a des exigences en termes de contributions déterminées au niveau national, des engagements que l'État prend, qui devait présenter au niveau international. Et nous pensons que c'est tout à fait important de les intégrer. Mais aussi et surtout d'assurer que les nouvelles donnent non seulement sur les aspects forestiers, mais aussi sur les aspects de la biodiversité, avec l'évolution des activités, des engagements au niveau international. Après l'évaluation 2020, il y a plusieurs efforts qui ont été menés, des engagements pris par l'État, qui nécessitent effectivement de les intégrer dans le texte. Alors, parlant de mécanismes d'accès, par exemple, à la ressource, on s'est rendu compte que le texte de 2002 est effectivement éloquent. Il définit effectivement les différents modes d'accès à la ressource, notamment pour ce qui est des concessions forestières d'exploitation. Les textes parlent aussi des concessions de conservation. Mais aujourd'hui, avec la dynamique sur le crédit carbone, les concessions de conservation jouent un certain rôle assez important. Il est donc tout à fait naturel que le nouveau texte prennent en considération l'aspect des concessions de conservation qui sont déjà pris dans l'ancien texte, mais qui s'adaptent en fait au marché carbone, qui s'adaptent en tant que concession pour laquelle la réglementation devrait suivre non seulement l'aspect pur de la conservation, mais aussi un deuxième aspect des conservations pour le marché carbone. Mais aussi, tout ça, ça ne reste pas seulement au niveau du papier. Parce que, bon, disons, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on sait qu'il y a l'autorité de régulation qui a été mise en place. Voilà. Il y a vraiment une dynamique qui évolue malgré le fait qu'on a l'actuel code forestier. Ça n'empêche pas que l'on puisse évoluer. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Alors, pour ce qui est, par exemple, du secteur de l'exploitation du bois et de la conservation, vous vous rendez compte que le code forestier actuel définit les modes d'accès, définit le forme des concessions. Mais l'évolution de la recherche, l'évolution du marché, la demande, ainsi de suite, fait de sorte qu'aujourd'hui, les réflexions sont poussées pour avoir, par exemple, une concession mixte qui servira à la fois de faire l'exploitation du bois, mais aussi la conservation. Ce qui n'est pas repris, repris dans le code et ce qui se présente comme étant un besoin pour lesquels des concessionnaires forestiers peuvent avoir des titres tels que définis par les codes, mais peuvent vouloir bien développer les deux aspects, c'est-à-dire dans leur plan d'aménagement, ils peuvent bien vouloir définir une zone spécifique pour l'exploitation, c'est-à-dire la coupe du bois, mais aussi une autre zone qui peut entrer dans la conservation. Parce que aussi cette question, il faut le souligner, a souvent été à la base des manifestations ou des refus, ou des difficultés d'adhésion dans des projets au niveau des communautés qui estiment qu'on les coupe de leurs besoins, de leur mère nourricière qui est la forêt. Alors... Effectivement, il y a autant de questions, la question de la fiscalité.
qui est bien défini par les codes, mais il est tout à fait important que les textes définissent par exemple de manière claire le mécanisme des rétrocessions pour faciliter que ceux qui sont appelés effectivement à subir cette fiscalité, à payer, soient clairement définis sur la démarche à suivre. Parce que le code forestier a été créé à l'idée aussi de permettre à ce que les provinces, les entités territoriales décentralisées jouissent de fruits ou des résultats d'exploitation, même de conservation de forêts. Alors, après 2002, il y a eu un mécanisme de décentralisation très poussé qui a été défini, une décentralisation qui est opérationnelle, et il est assez important que les textes tiennent compte de cette décentralisation, qu'il spécifie de manière assez claire les compétences des autorités centrales par rapport aux compétences des autorités provinciales, éviter qu'il y ait à la fois des conflits d'attribution des textes quant à l'accès à la ressource, mais aussi quant à la gestion des ressources humaines appelées effectivement à gérer les ressources forestières. Est-ce que, au-delà de tout, actuellement, il ne se pose pas non plus un autre problème qui est le problème d'application du même code? Et même si aujourd'hui on arrivait à réformer, est-ce qu'on ne va pas toujours retomber dans le même problème où on a difficulté à appliquer réellement ce qui est écrit dans nos lois, dans nos textes? Effectivement, dans l'analyse que nous avons menée, nous avons évoqué cet élément-là. Ce qu'il faut évaluer l'application de ces textes 23 ans plus tard. L'application, c'est pris à deux volets. D'abord, de permettre à ce que l'administration, parce que le code dit que c'est l'administration forestière qui a la charge de veiller sur l'application du code forestier. Par l'administration forestière. L'administration forestière, c'est-à-dire c'est le ministère ayant les forêts dans ses attributions au niveau central, c'est-à-dire à Kinshasa, qui comporte en son sein des entités, des directions, des services, des cellules qui sont appelées à appliquer la loi. Il y a par exemple une cellule de contrôle et de vérification qui devrait effectivement appliquer la loi en assurant le contrôle des institutions, des installations forestières, ainsi de suite. Mais c'est aussi de renforcer le rôle au niveau des entités provinciales, de doter effectivement les provinces de ce pouvoir-là, de voir comment contrôler l'application du code forestier. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a la nécessité d'impliquer les cours et tribunaux, d'impliquer sérieusement et à fond les cours et tribunaux. C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement. Hein. Effectivement, on n'en parle pas tellement, et c'est un grand défi d'assurer qu'effectivement le juge et les magistrats du parquet arrivent à appliquer aujourd'hui la réglementation sur le secteur forestier. Surtout en ce qui concerne les intérêts des communautés. Surtout en ce qui concerne les intérêts des communautés qui assez souvent sont cristallisés sur base d'un texte qu'on appelle les engagements qualifiés de clauses sociales ou des cahiers des charges qui doivent être respectés, pour lesquels le code forestier avait verrouillé les circuits de suivi des mises en œuvre en donnant cette responsabilité exclusivement à l'administration forestière d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces engagements. Il est assez important que dans une perspective de renforcement de la gouvernance du secteur forestier, que le juge, que les magistrats aient un regard sur la mise en œuvre des engagements pris entre les communautés et les porteurs de projets ou les concessionnaires, mais tout en sachant que ces engagements entre parties, et donc ce regard devait être pris dès le départ, d'assurer qu'effectivement ces engagements soient conformes à ce qui est prévu par les textes et ces engagements soient suivis. Le juge devait également jouer un certain rôle assez avant-gardiste dans l'application du code forestier. Il devait être suffisamment informé de la loi pour qu'il agisse effectivement, comme cela s'est fait dans le secteur de commerce, des droits administratifs, ainsi de suite. Je devais être là pour regarder l'application du code forestier, pour sanctionner les cas échéants. Et justement, par rapport à toutes ces questions, quels sont les autres obstacles? Parce que 23 ans après, vous êtes expert dans le domaine de l'environnement. Sur le plan juridique, vous relevez toutes ces questions, vous avez fait des analyses. J'imagine que les autorités aussi qui ont en charge ces secteurs-là en forêt savent les défis auxquels nous faisons face. Mais qu'est-ce qui bloque justement pour qu'on n'arrive pas à aller au-delà des textes qu'on a aujourd'hui? Alors, le premier élément réside au niveau de la politique.
La politique, en fait, est considérée comme étant un instrument pour guider la société. La politique forestière, c'est un document qui définit la vision de l'État pour la gouvernance, la gestion du secteur forestier. Et donc, jusqu'à présent, 23 ans après, nous sommes en train de travailler sur base d'un texte qui est le Code forestier. Or, dans ces textes-là, il est dit qu'il revient au gouvernement d'élaborer une politique forestière. Or, en réalité, la politique forestière en tant que document devait précéder les textes du Code forestier. C'est la politique qui devait donner des orientations sur la gestion du secteur forestier. La politique forestière devait donner la vision de l'État sur le forme des concessions forestières. Est-ce que l'État pense que actuellement il doit y avoir des étendues, on doit rester sur les 300 000 hectares par exemple sur les concessions forestières? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà avec la dynamique de crédit carbone sur le marché international? Est-ce que la politique pense que les textes devaient s'arrêter à donner un titre de conservation de forêt de 25 ans? Alors qu'aujourd'hui, sur le plan des audits de projets en marché carbone, il est exigé d'aller au-delà des 30, des 50 ans. Tout ça, c'est le premier élément. Donc, on est un peu en retard. On est un peu en retard. Il y a des efforts qui sont fournis. Mais nous pensons qu'avant même de lancer cette réforme, nous devons avoir une politique. L'État doit avoir sa vision de gouvernance du secteur forestier. Si ces documents existent, il sera difficile que chacun amène de la sauce dans la marmite sans pour autant qu'il y ait une certaine coordination. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir une politique forestière propre à la RDC? Alors, les efforts sont fournis, il y a beaucoup de réflexions, il y a plusieurs années, on parle plus d'une dizaine d'années où des réflexions sont en train d'être menées. Je pense qu'on est presque au bout du tunnel. Il est question que les drafts qui a été préparé et en discussion au niveau du ministère de l'Environnement soient validés. Une fois validé, il est soumis par le ministre au Conseil des ministres, il est validé. Là, nous aurons un document de base qui donne des orientations sur la gouvernance du secteur forestier dans sa globalité, que ce soit l'exploitation industrielle, artisanale, des communautés locales, ainsi de suite. Et après, maintenant, il faut analyser l'application de ces textes, comme on vient de le dire tout à l'heure. Il faut voir qu'est-ce qui a marché 23 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché. Exactement. Est-ce que le mode d'accès aux forêts actuellement, avec les deux exigences d'appel d'offres pour avoir une concession ou de gré à gré, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le gré à gré vaut mieux que l'appel d'offres? Est-ce que ceux qui apportent des investissements se sentent vraiment sécurisés pour investir dans le secteur forestier? Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des crédits carbone forestiers, est-ce que ceux-là qui veulent investir dans le secteur des crédits carbone sentent que les cadres juridiques les sécurisent? Eh bien ainsi. Parce qu'actuellement, il y a par exemple le projet d'afforestation où plusieurs porteurs de projets viennent dans le cadre de la lutte contre le changement climatique pour développer des projets forestiers à travers des plantations des arbres dans de grandes étendues. Mais après, est-ce que les cadres juridiques encadrent cela? Et donc nous pensons qu'il est assez important de repenser un peu la gouvernance forestière, de mettre ensemble toutes ces questions, les questions de la recherche forestière. Le Code en parle, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des mécanismes qui définissent que les recherches en matière forestière contribuent à enrichir la réglementation forestière? Est-ce que les chercheurs ne sont pas laissés pour compte? Le produit des recherches sont-ils mis sur le marché? Est-ce que la problématique de la gestion des aires protégées, qui constitue également un aspect de la gouvernance forestière? Parce qu'en fait, les aires protégées aujourd'hui constituent une partie de forêt. Il y a les forêts qu'on appelle des forêts classées. Est-ce que la loi actuelle est en adéquation avec la loi sur les forêts? Sur la biodiversité, pardon. Est-ce que le Code forestier est en adéquation avec la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures? Vous vous rendez compte que dans si peu de temps, les secteurs comme les mines ont fait des évaluations et ont produit des textes nouveaux, des textes incitatifs pour le développement des secteurs, pour le commerce dans ces secteurs, mais aussi des textes qui devaient être de promotion des droits des communautés locales, de promotion des peuples autochtones. Si vous voyez par exemple le Code forestier aujourd'hui, il ne fait pas de manière expresse allusion au concept de peuple autochtone, alors que nous avons une loi spécifique sur le peuple autochtone pygmée. Et longtemps vers la reconnaissance de ces droits-là. Les peuples autochtones pygmées sont considérés aujourd'hui comme étant des meilleures protectrices, de meilleurs protecteurs de forêt. Mais est-ce que le Code en parle?
Non. Donc, en fait, nous pensons qu'il est important de réfléchir sur l'application du code forestier et de voir comment identifier toutes ces nouvelles thématiques, toutes ces notions et les mettre dans un texte pour faire avancer le secteur forestier. Pour faire de telle sorte qu'aujourd'hui, le secteur forestier soit à la fois attractif au niveau international pour les investissements, mais on sait qu'il contribue à sa mission d'antan de permettre à ce que le forêt joue un rôle dans le développement du budget national, mais aussi et surtout un rôle pour le développement des communautés locales qui y vivent et en dépendent. Alors, la RDC, c'est plus de 60% des forêts du bassin du Congo, avec 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides, on l'a dit. Avez-vous des connaissances ou des informations par rapport à ce qui est fait par les autres au niveau de la sous-région? C'est quoi la dynamique? Alors, c'est aussi un élément assez important qui peut permettre à ce que la révision du code prenne cela en considération. Parlant des tourbières, par exemple, il faut parcourir la sous-région pour voir comment la question des tourbières est réglementée. Par exemple, au niveau du Congo-Brazzaville, la question des tourbières est déjà dans les textes sur l'économie forestière, sur les forêts. Et donc, c'est assez important de voir comment nous aussi, nous pouvons l'insérer parce que nous avons non seulement une partie assez importante des tourbières qui peuvent contribuer au développement des communautés qui y vivent tout autour. Les zones à tourbe sont des zones qui sont pratiquement inaccessibles, ainsi de suite, mais qui nécessite une certaine protection. Et il y a plusieurs initiatives qui sont développées au niveau de la sous-région, au niveau de la Comifac, la forêt communautaire aujourd'hui. Il faut essayer de voir est-ce que l'idée qui était à la base en 2002 continue à être la même, telle que cela est développé au Gabon, en Centrafrique, ainsi de suite. Le projet d'afforestation. Est-ce que la vision qu'avaient les constituants, les législateurs en 2002 restait toujours la même par rapport à ce qui s'est fait à Brazzaville, au Cameroun, ainsi de suite? Par exemple, sur le projet d'afforestation, de reboisement, ainsi de suite. Pour d'autres pays, les titres vont au-delà de 25 ans. Et ça facilite effectivement ceux qui développent le projet carbone, d'être à même d'avoir un titre de 50 ans, un titre ainsi de suite. Parce que c'est un projet qui dure dans le temps. C'est un projet qui dure dans le temps et qui doit garantir effectivement le porteur de projet par sa durabilité, ainsi de suite. Alors, je reviens à la question. Je pense que vous y avez répondu, mais j'y reviens. Qu'est-ce que la RDC perd actuellement du fait de ne pas avoir un texte, une législation qui se met au diapason avec le niveau international et puis toutes ces nouvelles questions qui naturellement impactent directement notre pays au regard, on ne cessera de le dire, au regard de notre potentiel et de ce que nous devons apporter au niveau mondial en termes de climat. Effectivement, la législation est considérée comme étant le miroir du pays au niveau international. C'est-à-dire qu'un investisseur qui veut mettre ses pieds ici pour travailler dans le secteur, peu importe la bonne volonté qu'il aura, peu importe le moyen qu'il aura mobilisé, c'est la législation qui devait effectivement le garantir. Au-delà d'autres aspects, tels définis par l'ANAPI, ainsi de suite, il devra s'assurer qu'effectivement, il veut développer dans un secteur qui est déjà bien réglementé. Et nous pensons aussi, deuxièmement, c'est le respect de la souveraineté de l'État vis-à-vis des engagements au niveau international. Parce que soit la Convention sur le cadre national sur le changement climatique, sur la biodiversité, l'accord de Paris, les autres éléments sur la biodiversité, les textes disent clairement que quand les ratifiants, les États devaient prendre des mesures au niveau interne. C'est comme ça que lorsqu'on ratifie, il y a effectivement les lois de ratification, mais la législation doit suivre. Parce que ces textes, effectivement, rentrent dans l'arsenal juridique congolais. Et donc, il est tout à fait important et tout à fait crucial et nécessaire que notre législation aujourd'hui s'accommode, s'aligne par rapport aux engagements internationaux, reflète effectivement l'image de ce que nous prenons comme engagements internationaux. Et cela respecte notre diplomatie environnementale qui est déjà en train de bouger entre les lignes. Alors, chers auditeurs et téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout,
23 ans après application du code forestier, pourquoi faut-il réformer le secteur? C'est ça notre thème du jour. Nous en parlons avec Maître Félix Crédolila-Kako, avocat spécialiste en droit de l'environnement et président du conseil d'administration de l'ONG Jurek, qui est juriste pour l'environnement au Congo. Que fait Jurek? Alors, Jurek, en tant qu'ONG dans le secteur de l'environnement, travaille d'abord pour l'émergence du droit de l'environnement. Pour nous, nous sommes partis de l'idée qu'aujourd'hui, il y a une dynamique au niveau international sur les questions environnementales. Pour ce faire, les juristes ne devaient pas rester derrière. Les juristes devaient s'aligner. Et si les juristes s'alignent, c'est effectivement pour faciliter l'accès à l'information. C'est comme ça que nous développons des programmes de sensibilisation, d'information des parties prenantes sur les questions environnementales. Nous avons pour mission, à travers des sensibilisations, des formations, d'apporter l'information environnementale au public. Nous simplifions cette information. Nous expliquons aux gens c'est quoi la Convention sur les changements climatiques, c'est quoi la réglementation au niveau interne, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Deuxièmement, nous travaillons sur le renforcement des capacités des administrations, des institutions et même des niveaux scolaires académiques. Nous développons un projet pour permettre aux étudiants de se familiariser sur les questions environnementales, un projet sur les procès fictifs. Nous donnons des formations aux étudiants, nous les aidons effectivement à se préparer pour la donne environnementale. Mais nous menons aussi des études sur le secteur forestier, environnemental, global en général, pour faire des propositions, pour faire avancer la réglementation, pour faire avancer l'application de la loi. Nous travaillons sur les questions de droits humains liés à la préservation des ressources naturelles et donc nous développons des projets, des mécanismes de gestion des plaintes où nous ouvrons des bureaux de consultation gratuites pour recevoir les plaintes des communautés liées. Et vous en recevez? Oui, nous en recevons. Nous venons de présenter il y a quelques semaines les résultats d'un projet assez intéressant que nous avons mené dans le parc national de Salonga, où nous avons recueilli plusieurs plaintes des communautés et nous avons aidé à résoudre ces plaintes-là à l'amiable. Parce qu'en fait, au début, il y avait autant de problèmes entre les communautés et les gestionnaires de l'air protégé. Et là, nous avons mis en place ce mécanisme, nous avons sensibilisé les communautés à connaître leurs droits, mais aussi leurs obligations, et aussi à nous apporter des plaintes. Nous avons réglé ces plaintes-là, et le mécanisme évolue assez bien. Et nous pensons, dans notre travail, que la gestion de l'environnement devait se faire en reconnaissant le droit des communautés locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe les règles, effectivement qu'on développe sur la gouvernance de gestion des ressources naturelles et forestières, il faudrait que cela soit fait pour l'homme, pas contre l'homme. Et donc ça, c'est vraiment notre credo. C'est comme ça que nous travaillons avec les communautés, pour les communautés et pour assurer que leurs droits soient reconnus dans l'exploitation, la gestion des ressources naturelles. Et dans le cadre de ces plaidoyers, l'objet de notre émission, vous vous arrêtez à une analyse ou bien vous allez plus loin que ça? Qu'est-ce que vous faites justement pour être en bonne intelligence avec les autorités au niveau du pays, celles notamment qui ont en charge des secteurs forêt ou environnement de façon globale? Alors, dans le cadre de cette analyse, nous avons présenté la situation, mais à la fin, nous avons fait une proposition. Nous nous sommes dit que 23 ans après, nous ne devons pas rester là pour regarder les secteurs. Nous ne devons pas rester là pour participer à des conventions internationales, participer à des réunions. Il faut réfléchir pour rendre ces secteurs beaucoup plus vivants. Et en menant cette analyse, nous avons formulé un vœu. Nous avons demandé au gouvernement de passer par la réforme du secteur forestier, de prendre effectivement le temps de réfléchir sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui est en train de marcher, et de mettre en place une commission de réforme. Une commission qui sera bien structurée, bien définie, une commission pour laquelle les actions seront bien définies, c'est-à-dire mener une analyse, faire des propositions, mettre en place les acteurs, proposer des textes et les valider. Une commission qui ne sera pas trop longue dans le développement des actions, mais qui ne sera pas aussi trop budgétivore. Et nous pensons aussi que cette commission ne devait pas s'enfermer autour des acteurs qui travaillent dans le secteur forestier. Elle devait être très ouverte. Elle devait impliquer les autres acteurs dont les activités ont une incidence sur le secteur forestier. Okay. Parce qu'en fait, jadis, lorsqu'on parlait du secteur forestier, les gens ne voyaient que la forêt. Mais derrière la forêt, il y a plusieurs business qu'il y a derrière. Il y a plusieurs éléments. Il y a les droits de communauté locale. Quand on parle de communauté locale, ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales qui devait intervenir, et le ministère du Développement rural
rural, ainsi de suite. Et lorsqu'on veut réfléchir à la réforme du secteur forestier, il faut s'ouvrir, il faut voir l'aménagement du territoire aujourd'hui. Il y a un système d'aménagement du secteur forestier qui existe, mais qui doit s'aligner aux normes sur l'aménagement du territoire. Il y a une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Il y a les aspects des finances. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des secteurs forestiers, parler des marchés carbone sans inclure le ministère des Finances, le ministère des Budgets. Et de voir aussi comment est-ce que le rendement du secteur, notamment des marchés carbone, peut contribuer au renforcement, au financement et à l'appui de l'administration forestière. C'est de voir comment le secteur forestier peut travailler avec les autres, le mine, pour éviter tout ce qu'il y a comme conflit, d'échevauchement des titres, ainsi de suite. Et donc, en bref, nous demandons au gouvernement, spécifiquement au ministère de l'Environnement et du Développement durable et de nouvelles économies du climat. Une autre raison de plus de renforcer la législation, c'est qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, le ministère n'est pas seulement chargé de l'environnement et du développement durable, mais il y a une donne sur la nouvelle économie du climat. Et nous pensons que la réforme du Code forestier devait amener à ce que, même dans son intitulé, que les ministères portent au moins le nom de forêt, soit en faire plusieurs ministères, mais en fait que l'aspect de forêt, que le secteur forestier soit effectivement arboré. Et donc, nous pensons qu'il est important que les ministères, ayant les forêts dans ses attributions, mettent en place une commission de réforme, qu'on réfléchisse sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Cette commission-là devait également impliquer ceux qui sont en train d'appliquer, ceux qui travaillent dans les secteurs, notamment les secteurs privés. C'est eux qui sont au quotidien dans les secteurs, c'est eux qui sont en forêt, c'est eux qui font face à la fiscalité, ainsi de suite. Qu'ils soient aussi impliqués les chercheurs, comme l'avons dit, que la recherche forestière émerge pour alimenter la décision et que la société civile joue effectivement ce rôle d'accompagner le processus de réforme pour faire ressortir, pour défendre et pour promouvoir le droit des communautés locales et des peuples autochtones qui y vivent et en dépendent. Maître Lila Kakou, comme on a eu, c'est facile de prononcer, hein? Beaucoup que bêta-moi libaku. Alors, Tolobeli, Tozolobela Zamba, on ne peut pas se séparer quand même sans placer un mot en lingala ou résumer tout ce que nous avons abordé ici, même si en cours déjà, on est en train déjà de chuter. Balandi o bazolandabi ba téléspectateurs ba auditeurs o bazolandabi so na ba province forestière ba simba penza eloko nini na bosenga obino bozana yango na likambo etali révision donc ba to tala lulenge nini to bongola lulenge ya ko administrer bazamba na biso na nzela ya code forestier ils ont encadré makambo nyonso esalama na kati olobiete lelo makambo ebele ya sika ekoti ezo kota te kuna na kati eza encadré te na kati ya code forestier wana eloko nini penza moto ya tokoki kosiba pe nini ekoki komemela biso bobongoli wana topesi mbote mingi na balandi ya Top Congo o baza kolanda biso biso toye awa pona kokabula makanisi ozali pona bolamu ya zamba na biso kotala ete zamba na biso esengeli penza ekambama pona kosunga baimboka zamba na biso tango bazali kokamba yango esengeli esunga pe leta azwa mwa falanga pona kotamusa mboka pe zamba na biso esengeli ete na libanda to lakisa ete biso tozali na zamba yoko malamu na yango totali ete banda mboka na biso ezalaka na buku likonzi ya makambo ya zamba oyo babengi code forestier esali mibu tukumba na misato esali 23 ans alors tolobi ete na sima ya 23 ans wana buku na biso ya zamba esengi kotika kande ezali kalate pamba te tomoni ete makambo ebele ya sika ebongwani tomoni ete makambo basengeli ko salisa ete ba communauté locale na pe autochtone baza nango esengi to bakisa makanisi ya sika na buku ya sika basengi par exemple ko bakisa likambo etali ba peuple autochtone bango bazali penza ko sala musala moko munena ko batela zamba boni buku mokonzi ya zamba esengeli ko batela bango kasi tango tostali boni buku ezali kokama lelo to boni ete esengeli ba bongola yango pona kokotsa makanisi ya sika lokola makambo ba bengi crédit carbone boni biso ba imboka to sengi ko batela zamba na biso
P en contrepartie, toujours l'IFUTI à travers le projet carbone. Boni boni to sala été beaucoup to zanango ezwa makanisi ya sika pour te tangu nyonso bat bakoya pona kokamba zamba na biso ko batela ngo to kata nzete basala yango pour être l'état azwa ya parti kasi biso ba communauté to za biso parti ba bazai ko kamba biso na niveau ya ba province ba se retrouver pe na ba moyen na ba côte forestier ezala biso ban son to sangana pona ko sala ete zamba na biso e batela mape e sunga biso na yango tolobi ete l'état asengeli atia o babengi commission ya réforme ya code forestier asangisa ba ezali l'état ba ministère kilikili asangisa ba bakata zamba pe ba batela zamba asangisa pe ba membre ya communauté na société civile pour te topesa makanisi ya sika topesa mboka na biso beaucoup ya sika oyo ya code forestier oyo ko permettre à ce que zamba biso za la gérer selon les normes internationales peut bénéficier na mboka pe na ma communauté locale. Kasi assurance nini ko pesa bango ko loba ete lelo soki beaucoup likonzi ya makambo etali zamba e bongwani makambo ebele pe ko bongwana po mingi na mboka na biso tozaka na problème auto bengaka ya application ya ko landela ko sala pena ndenge mibeko elobi tozana mibeko ebele ba texte ebele mais mingi tozalaka na difficulté wana tupe na passe wana ya ko appliquer oyo biso moko tolobi to tie na kati ya mikanda yango tolobi ete tango tozwa buku ya sika na yambo peza toza na politique forestière yango ko pesa biso makanisi ya l'état na ko batela zamba ya mibale na buku ya sika ekosala ete administration na bazuzi baza na pouvoir makasi ya ko sala na kati ya ko batela zamba soki moto a violé mibeko boni l'état sengeli ko sanctionner soki moto a violé ba droit ya communauté locale boni akoyi ko zape etumbu po ete zamba e batela ma lolenge lengelani na kati ya mibeko. Merci beaucoup, Maître Félix Credo Lilakako. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement et président du conseil d'administration de l'ONG Jurek, juriste pour l'environnement au Congo. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments d'enrichissement avec nous et avec tous nos auditeurs et téléspectateurs à travers le pays et à l'extérieur du pays, bien entendu. Nous vous disons merci. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois puisque c'est la deuxième fois dans Top Vert et qu'on aura toujours ce plaisir de vous recevoir très prochainement pour aborder des nouvelles questions. Et à vous également, chers téléspectateurs, nous disons merci. Nous disons merci également à l'équipe technique. Côté YouTube, on avait Pascal Kalambay, Patrick Mongongo et Dani Zayobi, Alain Pascal Mbongo était du côté FM, tout cela sous la coordination de Miguel Mena. À vous tous, nous disons merci. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau numéro. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.